Par un matin d'été de 1664, sur une rivière dont presque personne en Europe n'avait jamais entendu parler, deux empires n'avaient enfin plus aucun endroit où reculer. D'un côté, l'Empire ottoman avançait avec 60 000 soldats, prêts à écraser tout ce qui se dressait sur son chemin et à ouvrir une route sanglante vers l'Europe centrale. De l'autre se tenait le cœur du continent, des hommes parlant des langues différentes, portant des uniformes différents et n'ayant que la moitié de l'effectif, mais déterminés à arrêter toute armée qui tenterait de revendiquer leur terre. Puis, un seul canon tira. La bataille entre deux mondes commença. Les boucliers s'entrechoquèrent. L'artillerie gronda. La fumée envahit la rivière. À la fin du jour, l'eau était devenue sombre. Des milliers d'hommes reposaient à jamais sous sa surface. Et une victoire qui aurait dû changer l'histoire fut marchandée autour d'une table de négociation, loin du champ de bataille. Et si le résultat avait basculé ne serait-ce qu'un instant, la carte de l'Europe et les récits que nous racontons sur l'Orient et l'Occident auraient pu être tout autres. Pendant près de 2 siècles, la frontière entre le monde des Habsbourg et l'Empire ottoman fut l'une des régions les plus instables d'Europe. Ce n'était pas une ligne droite tracée sur une carte, c'était une vaste zone de villages incendiés, de forteresses endommagées, de loyautés changeantes et de trêves précaires qui duraient rarement longtemps. Certaines saisons apportaient un semblant de calme, mais la plupart n'apportaient que de la tension. Et derrière chaque moment de silence se trouvait la certitude que cet équilibre pouvait s'effondrer à tout instant. Au début des années 1660, cet effondrement avait déjà commencé. Une grande partie de l'instabilité provenait de la Transylvanie, une principauté prise directement entre les deux grandes puissances. Ses dirigeants avaient passé des années à tenter de survivre en négociant avec les deux camps, parfois en promettant leur soutien à Vienne et à d'autres moments en se tournant vers Istanbul. Tant que la Transylvanie parvenait à maintenir cet équilibre, aucune des deux puissances n'osait agir ouvertement. Mais cet exercice d'équilibriste s'affaiblissait d'année en année. Des révoltes locales, des prétendants rivaux au trône et l'influence constante des puissances extérieures plongeaient la région dans un chaos croissant. Les Ottomans finirent par décider qu'ils ne pouvaient pas laisser la Transylvanie glisser vers le contrôle des Habsbourg. Des troupes furent envoyées dans des villes stratégiques. De nouvelles exigences furent imposées aux dirigeants locaux. Vienne observait ces évolutions avec inquiétude. Mais la situation changea encore plus vite que prévu. À la fin de 1663 et au début de 1664, un seul événement mit le feu aux poudres. Le noble hongrois et commandant militaire Miklós Zrínyi mena une attaque rapide au cœur du territoire ottoman et détruisit le pont d'Osijek, une ligne d'approvisionnement majeure reliant les Balkans à la frontière hongroise. Pour Zrínyi et de nombreux Hongrois, c'était un coup tactique destiné à affaiblir la prochaine campagne ottomane. Mais pour les Ottomans, la destruction du pont avait une toute autre signification. Elle suggérait que la frontière habsbourgeoise n'était plus simplement instable. Elle était devenue ouvertement hostile. Même si Zrínyi avait agi de son propre chef, les Ottomans ne le considéraient pas comme un commandant isolé. Ils le voyaient comme une partie intégrante du système défensif des Habsbourg. Et un coup porté à leur réseau d'approvisionnement ne pouvait rester sans réponse, sans donner une impression de faiblesse. La réponse d'Istanbul fut immédiate. Le grand vizir Köprülü Fazıl Ahmed Pacha, l'un des dirigeants les plus compétents de l'Empire, commença à préparer une véritable campagne militaire. Pas un raid, pas une punition. Une campagne destinée à réaffirmer le contrôle ottoman sur la frontière, à sécuriser la Transylvanie et à repousser l'influence des Habsbourg avant qu'elle ne devienne trop forte. Des troupes furent mobilisées dans tout l'Empire. Les janissaires marchèrent depuis l'Anatolie. La cavalerie Sipahi arriva des Balkans. Des forces auxiliaires vinrent de Bosnie, de Serbie et d'autres régions. Des ingénieurs et des unités d'artillerie furent préparés pour reconstruire les passages et soutenir une avancée prolongée. De longues colonnes de chariots de ravitaillement, de chevaux, de bœufs et de caisses de poudre commencèrent à se diriger vers le nord. L'Empire se mobilisait avec confiance.
Il avait la taille, les ressources et l'élan de son côté. Pendant ce temps, le monde des Habsbourg faisait face à une réalité bien différente. Vienne avait passé des années à gérer des problèmes internes, des armées dispersées et des moyens limités. De nombreuses forteresses le long de la frontière étaient endommagées ou sous-dotées en soldats. Les commandants se divisaient sur la stratégie. Certains avertissaient d'une offensive ottomane. D'autres pensaient qu'elle serait limitée. Mais à mesure que les nouvelles de la mobilisation massive ottomane se répandaient, l'inquiétude se transforma en alarme. La cour des Habsbourg avait besoin de quelqu'un capable de reconstruire rapidement la frontière et de remettre de l'ordre dans un système fragmenté. Elle nomma Raimondo Montecuccoli, un commandant connu pour sa discipline, sa prudence et sa capacité à comprendre un champ de bataille bien avant que la bataille ne commence. Montecuccoli comprit que le conflit à venir ne serait pas un simple affrontement d'armées. Ce serait un test de préparation et de timing. Il commença à rassembler des renforts provenant des États allemands et italiens, à réorganiser les lignes défensives et à tenter de prédire où les Ottomans chercheraient à percer. Au début de 1664, les deux camps étaient en marche. Les Ottomans avancèrent vers le nord avec la confiance d'un empire en expansion. Les Habsbourg marchaient avec l'urgence d'une puissance luttant pour survivre. Leur route était encore séparée par de nombreux kilomètres, mais chaque jour les rapprochait davantage. Et loin devant eux, le long de la paisible rivière Rabat, se trouvait une petite ville dont la plupart des Européens n'avaient jamais entendu parler. Un endroit appelé Saint-Gothard. Il deviendrait bientôt le centre d'une bataille qui déciderait du sort de la frontière. À mesure que l'hiver s'effaçait et que l'année 1664 avançait dans ses premiers mois, la tension le long de la frontière se transforma en mouvement. L'Empire ottoman, pleinement mobilisé dans les Balkans, organisa ses nombreuses colonnes en une force immense et remonta régulièrement vers le nord, en direction de la Hongrie. Leur marche suivait les anciennes routes militaires de l'Empire, des voies façonnées par des siècles de campagne, reconstruites d'innombrables fois et marquées par le poids de l'expansion ottomane. Depuis le sud, les unités convergèrent jusqu'à former une seule masse en mouvement. Les janissaires tenaient le centre avec une discipline de fer. La cavalerie sipahi balayait les ailes, explorant, couvrant et protégeant les colonnes en progression. Derrière eux s'étirait toute la machinerie de la guerre. Chariots, canons, bétail, forgerons, ingénieurs et des milliers de travailleurs chargés de nourrir, réparer et soutenir une armée conçue pour une action décisive. L'Empire avançait avec la confiance d'une puissance qui s'attendait à la victoire. Mais au nord, quelque chose d'autre se formait. Pas un seul empire, pas une seule nation, mais une coalition. Une coalition née de l'urgence. Une coalition née de la crainte de ce qui arriverait si la frontière s'effondrait. Et une coalition née de la prise de conscience que les Ottomans ne menaçaient pas seulement une terre, mais l'équilibre même de l'Europe centrale. Vienne le comprit la première. Chaque jour que les Ottomans passaient à marcher vers le nord offrait aux Habsbourg un temps précieux, un temps qu'ils utilisèrent pour appeler des alliés de toutes parts. Depuis l'Autriche, les régiments centraux des Habsbourg se rassemblèrent. Infanterie aguerrie par les guerres de frontières et cavalerie habituée au combat contre les incursions. Depuis les États allemands arrivèrent des flots croissants de soldats, infanterie bavaroise, disciplinée et fiable, compagnie rhénane et souabe, vétérans de conflits plus modestes, unités franconiennes, marchant sous des bannières régionales éclatantes, et d'autres contingents de petits principautés catholiques conscientes du danger d'une percée ottomane. Depuis l'Italie, d'autres bannières apparurent, troupes professionnelles des États pontificaux, soldats de Toscane et de Modène, détachements levés par des nobles italiens, voyant dans cette campagne la défense de la frontière de la chrétienté. Des terres frontalières elles-mêmes vinrent ceux qui connaissaient le terrain mieux que quiconque. Gardes frontières croates, cavalerie légère de la Hongrie royale, expérimentés dans les escarmouches et la reconnaissance. Et derrière eux, quoique arrivant plus tard dans la campagne, se trouvait le contingent français,
envoyés davantage sous pression politique que par enthousiasme, mais représentant tout de même une autre grande puissance européenne entraînée dans le conflit. Ce n'était pas une armée unique, c'était une mosaïque de l'Europe, des langues différentes, des uniformes différents, des traditions différentes. Mais tous marchaient vers la même rivière, poussés par la même vérité. Si les Ottomans brisèrent la frontière, aucun État d'Europe centrale ne resterait épargné. Montecuccoli était le centre de cette force en rassemblement. Il chevauchait jour et nuit, inspectant les forteresses endommagées, passant en revue les garnisons dispersées, coordonnant des commandants qui n'avaient jamais combattu ensemble et ajustant ses plans défensifs à chaque nouvelle arrivée de renfort. Et il savait une chose essentielle. Même avec tous ses alliés, même dans ce moment rare d'unité, la coalition restait plus petite que l'armée ottomane avançant depuis le sud. Ils ne pouvaient pas affronter les Ottomans en rase campagne. Ils avaient besoin d'un terrain qui compenserait leur infériorité numérique, un terrain qui rétrécirait le champ de bataille et ralentirait l'avancée ennemie. Pour trouver ce terrain, Montecuccoli dépendait de ses éclaireurs. Ils suivaient les colonnes ottomanes à distance, traversant forêts et berges, envoyant chaque jour leur rapport. Un schéma commença à se dessiner. Malgré leur taille immense, les colonnes ottomanes dérivaient vers la rivière Rabat, un cours d'eau sinueux et irrégulier, bordé de bois, de berges abruptes et de sols qui limitaient dans le mouvement. C'était l'un des rares obstacles naturels de l'ouest de la Hongrie, capable d'offrir à la coalition une chance de se battre. Montecuccoli le comprit immédiatement. Les Ottomans avaient des options, mais la Rabat restait le passage le plus pratique. L'éviter coûterait du temps, et une armée immense ne pouvait se le permettre. Ainsi, la rivière devint le centre de sa stratégie. Il ordonna à toute la coalition, Autrichiens, Allemands, Italiens, Hongrois, Croates et plus tard Français, de se déplacer vers la rive ouest de la Rabat. À travers des forêts humides et des pentes boueuses, sur des routes brisées et des ornières profondes, ils marchèrent avec une urgence croissante. En chemin, les villageois de l'ouest de la Hongrie virent ce rassemblement de nations traverser leurs champs et camper sur les collines dominant leurs maisons. Pour eux, la guerre n'était plus distante. Elle était dans leur ville, sur leurs routes et à leurs portes. Lorsque le printemps céda la place à l'été, l'écart entre les deux armées se réduisit. Les Ottomans approchaient par le sud-est avec un élan irrésistible. La coalition avançait par le nord-ouest avec une détermination née de l'unité. Ils ne pouvaient pas encore se voir. Ils n'avaient pas encore choisi le champ de bataille. Mais ils se dirigeaient vers la même rivière, le même pont de bois et la même petite ville, un endroit qui deviendrait bientôt le centre d'un affrontement décisif. Saint-Gothard n'était plus un nom lointain sur une carte. Il était devenu le point où la moitié de l'Europe se préparait à se dresser contre un empire. À la fin du mois de juillet, les longues marches des armées ottomanes et de la coalition des Habsbourg les avaient conduites vers le même coup d'étroit de la rivière Rabat. Ce n'était pas le résultat d'une poursuite, ni celui d'une course entre deux forces. C'était une convergence lente et délibérée, des mois de mouvement, de décision et de reconnaissance qui avaient finalement amené deux empires face à face au même point de passage. Les Ottomans atteignirent la rive sud-est en premier, mais seulement avec quelques heures d'avance. Leurs éclaireurs passèrent devant, étudiant les hauteurs, testant la solidité de la berge et vérifiant l'état du pont de bois qui traversait l'un des passages les plus étroits de la Rabat. Le pont n'était pas grand, mais il était solide, bien placé et capable de supporter une force importante s'il était correctement protégé. Derrière les éclaireurs, les premières unités de l'armée ottomane commencèrent à apparaître. Les janissaires avançaient avec une discipline rigide, formant des lignes temporaires en attendant que le reste de l'armée les rejoigne. La cavalerie sipahi se répandit sur les collines derrière eux, établissant un périmètre et surveillant tout signe de mouvement ennemi. Les équipes d'artillerie déchargeaient leur matériel, plaçant leurs canons à des endroits d'où ils pouvaient couvrir le pont et ses accès. Derrière les unités de combat, on voyait déjà les débuts d'un vaste camp militaire. Suiveurs d'armées, ouvriers,
convois de chariots et longues colonnes de ravitaillement. Les Ottomans n'étaient pas encore en formation d'attaque, mais tout dans leur mouvement indiquait la préparation, méthodique, confiante et expérimentée. De l'autre côté de la rivière, la coalition de Montecuccoli arriva dans un tout autre rythme. Leur marche avait été plus lente, brisée par des sentiers forestiers difficiles, des pentes boueuses et des routes abîmées par les tempêtes. Mais dès qu'ils atteignirent la rive ouest, ils se mirent à sécuriser leur position. Montecuccoli observa le terrain depuis une crête basse dominant l'eau. De là, il pouvait voir l'épaisseur des arbres, la hauteur des pentes, l'étroitesse du pont et les formations ottomanes qui approchaient. Le terrain était loin d'être idéal, mais il offrait un avantage incontestable. La rivière elle-même obligerait les Ottomans à franchir un passage étroit. Cela suffisait à rendre cet endroit digne d'être défendu. Les troupes de la coalition se déployèrent aussitôt. L'infanterie allemande forma des rangs solides près de la lisière de la forêt, protégeant les deux flancs. Les mousquetaires prirent la pente qui dominait le pont, une position parfaite pour tirer sur toute tentative de traversée. La cavalerie hongroise et croate se plaça sur les hauteurs derrière l'infanterie, prête à se déplacer dès que le point principal de l'assaut ottoman serait révélé. Les unités françaises, arrivées plus tard dans la journée, s'installèrent derrière les lignes principales, formant une réserve mobile. Les canonniers de la coalition luttèrent pour installer leurs pièces sur un terrain irrégulier, les plaçant derrière l'infanterie et ajustant leurs angles vers la rivière. En fin d'après-midi, les deux armées étaient totalement établies sur les rives opposées. La rivière les séparait, sombre, lente et d'un calme trompeur. À l'approche du soir, les sons des deux camps se mêlèrent au-dessus de l'eau. Le cliquetis des armures ajustées, le bruit sourd des pieux enfoncés dans le sol, le crépitement des feux de camp. Les tambours ottomans maintenaient un rythme constant. Les trompettes de la coalition répondaient par de courts appels. Les deux armées ne pouvaient pas encore se voir clairement dans la pénombre, mais elles ressentaient la présence l'une de l'autre. Savoir que des dizaines de milliers de soldats n'étaient séparés que par une rivière pesait dans chaque esprit. Pendant la nuit, des patrouilles longèrent silencieusement les berges. Les éclaireurs de la coalition observaient la rive ottomane depuis la forêt, comptant les feux, écoutant les mouvements, tentant de deviner les lignes ennemies dans l'obscurité. Les éclaireurs ottomans faisèrent de même depuis leur côté. Les heures passèrent lentement. La rivière reflétait faiblement les feux lointains, parfois troublés par un poisson ou une branche dérivante. Tout soldat incapable de dormir ressentait la même chose. Une tension lourde, la certitude que l'aube à venir ne serait pas une matinée ordinaire. Avant le lever du soleil, la brume envahit la rivière. Épaisse et pâle, elle glissa entre les arbres, masquant silhouettes et armes, mais amplifiant chaque son. Quand les premières lumières de l'aube touchèrent l'horizon, la brume se dissipa peu à peu. Les formes à travers la rivière devinrent nettes. D'abord des ombres, puis des silhouettes, puis des lignes claires de soldats. Pour la première fois, la coalition vit la force ottomane au complet. Janissaires rangés en blocs serrés, bannières s'élevant dans la brume, cavalerie en arrière-plan, artillerie placée à des positions dominantes. Leur nombre semblait s'étendre bien au-delà de ce que l'œil pouvait suivre. Au même instant, les Ottomans virent clairement les lignes de la coalition. Infanterie ancrée près de la forêt, mousquetaires sur la pente dominant le pont, cavalerie postée sur les hauteurs, canons alignés comme des sentinelles sombres. La rivière brillait sous le soleil levant, une surface tranquille séparant deux forces qui avaient passé des mois à marcher vers cet instant unique. Pas un seul tir n'avait encore été tiré. Mais tout dans cette scène révélait une vérité évidente. La bataille allait commencer. Les dernières heures d'attente venaient de s'achever. Saint-Gothard n'était plus seulement le lieu de rencontre de deux armées, il était devenu le seuil même du conflit. Lorsque le soleil monta enfin assez haut pour dissiper les derniers lambeaux de brume matinale, le calme qui pesait sur la rivière commença à changer. Rien de spectaculaire ne se produisit d'abord. Pas de charge soudaine, pas de sonnerie de trompette. Mais les mouvements du côté ottoman
devinrent plus nettes, plus coordonnées, plus intentionnelles. Leurs ingénieurs s'avancèrent pour vérifier une dernière fois l'état du pont. Les officiers d'infanterie rapprochèrent leurs unités de la berge. Les janissaires resserrèrent leurs lignes comme s'ils se préparaient à une poussée. Et derrière eux, les équipes d'artillerie commencèrent à orienter leurs canons vers la rive tenue par la coalition. Montecuccoli observait ces mouvements depuis la crête dominant la lisière de la forêt. Il avait étudié les tactiques ottomanes pendant des années et tout ce qu'il voyait menait à une seule conclusion. La traversée était imminente. La coalition réagit silencieusement, mais rapidement. Les mousquetaires à l'avant de la forêt stabilisèrent leurs armes, préparant poudre et balles pour des salves rapides. Les piquets avancèrent pour former une barrière serrée, capable d'absorber l'impact des troupes tentant de grimper sur la berge. La cavalerie se resserra plus haut sur les pentes, prête à se déplacer dès que la direction principale de l'assaut se révélerait. Les équipes d'artillerie se penchèrent sur leurs pièces, ajustant l'élévation et attendant le signal précis de Montecuccoli. La Rabat, elle, restait calme, réfléchissant la lumière sous une fine pellicule brillante. Son immobilité rendait la tension plus vive encore. Deux armées prêtes à combattre, séparées seulement par une étendue d'eau large de quelques dizaines de pas. Puis peu après la fin de la matinée, tout bascula. L'artillerie ottomane ouvrit le feu. Les détonations résonnèrent dans la vallée, faisant trembler les feuilles au-dessus des lignes de la coalition. La fumée roula au ras de l'eau, dérivant depuis la rive ottomane. Les boulets frappèrent les pentes et la lisière de la forêt, arrachant terre et branches dans des gerbes brutales. Cette salve d'ouverture n'était pas destinée à détruire les défenseurs. Elle visait à les choquer, à révéler leur position et à dégager la voie pour l'infanterie qui suivrait. Montecuccoli attendit. Il savait que les Ottomans ne lanceraient pas leur infanterie tant que l'artillerie n'aurait pas créé un premier désordre dans ses lignes. Il observa les impacts, la fumée, et déduisit où les Ottomans comptaient leur frapper. Et alors il le vit, la modification subtile des mouvements de l'autre côté. Les premières unités ottomanes se rassemblaient pour former leur colonne d'assaut. Les janissaires s'avancèrent, accompagnés de troupes auxiliaires portant échelles, boucliers et outils, pour consolider la tête de pont. Derrière eux, d'autres unités se plaçaient en réserve, prêtes à se ruer en avant dès que les premières auraient établi une position solide. La traversée avait commencé. La première vague monta sur le pont avec détermination, boucliers levés et armes prêtes. Le pont gémit sous le poids, mais il tint bon. Ils avancèrent en formation serrée, conscients d'être les plus exposés de tout le champ de bataille. Les mousquetaires de la coalition ouvrirent le feu. La détonation de centaines de coups déchira l'air, la fumée s'enroulant autour de la lisière de la forêt. Les premiers rangs ottomans chancelaient, certains basculant dans la rivière, d'autres s'effondrant sur les planches du pont. Mais derrière eux, d'autres soldats poussaient en avant, remplissant chaque espace, refusant que l'assaut ralentisse. La bataille s'accéléra instantanément. L'artillerie de la coalition tonna depuis la crête, tirant sur la zone surchargée autour du pont. Les canons ottomans répondirent aussitôt, tentant de réduire au silence les pièces ennemies. La bande de terre étroite près du pont devint un tourbillon de terre, d'eau, d'éclats et de fumée. Pourtant, même sous ce feu terrible, les Ottomans continuaient de traverser. Leur discipline tenait, leur nombre augmentait. Ce qu'il manquait d'espace, ils le compensaient par une pression incessante. En quelques minutes, l'infanterie ottomane de tête atteignit la berge tenue par la coalition. Les piquiers les reçurent dans un mur d'acier, avançant leurs longues armes pour empêcher l'ennemi d'élargir son point d'appui. Les corps tombaient, glissaient dans la boue, mais la poussée depuis le pont obligeait les premiers rangs à continuer d'avancer. La berge se transforma en une mêlée chaotique. Les appuis disparaissaient dans la terre détrempée. Les armes s'entrechoquaient. Les mousquets tiraient à presque bout portant. Les explosions d'artillerie faisaient vibrer le sol, tandis que la bataille devenait plus dense, plus bruyante. Le calme du matin avait disparu. La rivière autrefois immobile se soulevait à présent de vagues et de débris. Le pont étroit, jadis un simple passage, était devenu l'entonnoir par lequel toute l'armée ottomane tentait de forcer sa puissance.
Saint-Gothard n'était plus un point de rencontre. Il était devenu le lieu où la lutte pour le contrôle de la frontière venait d'éclater. À mesure que les combats s'intensifiaient le long de la rive, le pont de bois reliant les deux berges devint le point le plus crucial du champ de bataille. Chaque soldat ottoman qui essayait de traverser en dépendait. Chaque soldat de la coalition axait sa défense sur ceux qui en descendaient. Le pont n'était plus seulement une structure, c'était la ligne de vie de l'assaut ottoman. Et bientôt, il commença à se retourner contre eux. Vague après vague, les soldats avançaient, poussés autant par la discipline que par la pression des milliers d'hommes derrière eux. Le pont resserrait leur formation, les forçant dans une colonne compacte, où le mouvement était limité et où la retraite devenait presque impossible. Ceux qui atteignaient la berge faisaient face à la résistance farouche des piquets. Ceux qui tombaient étaient immédiatement remplacés par d'autres, obligés d'avancer. La collision créa un goulot d'étranglement brutal et grandissant. Les premiers rangs se retrouvaient coincés entre la ligne de la coalition et l'écrasement constant des forces derrière eux. Le centre du pont oscillait sous le poids des hommes, de l'équipement et des impacts répétés. Les soldats trébuchaient, glissaient et se heurtaient les uns aux autres sous l'effet de la pression. La berge devint un champ de bataille dans le champ de bataille. La boue se retournait sous leurs pieds. La pente se couvrit d'eau, de sang et de cendres issues des explosions d'artillerie. La visibilité chuta lorsque la fumée épaisse descendit sur les deux côtés, transformant le pont et la rive en une masse unique de corps avançant, chutant et se poussant. Depuis la crête, Montecuccoli reconnut le moment où l'avance ottomane commença à perdre son rythme. Il vit l'hésitation du deuxième vague, les pauses brèves où les officiers tentèrent de rétablir l'ordre, et les nouveaux écarts qui apparaissaient près de l'accès au pont. Il en comprit immédiatement la portée. Le nombre ottoman, si écrasant en terrain ouvert, jouait désormais contre eux. Des milliers d'hommes essayant de traverser un espace étroit provoquaient une réaction en chaîne qu'aucun commandant ne pouvait réellement contrôler. L'artillerie de la coalition intensifia son feu. Au lieu de viser le pont, elle frappa l'approche encombrée derrière celui-ci, là où chaque explosion secouait les formations et envoyait des vagues de panique dans la masse de soldats. La terre éclatait en nuages sombres. Des hommes étaient peut-être projetés en arrière contre ceux qui arrivaient encore, élargissant la confusion. Sur le pont, la pression atteignit son point de rupture. Un seul faux pas à l'avant pouvait faire vaciller des dizaines d'hommes. Un bouclier brisé ouvrait une brèche. De petites perturbations devenaient des ruptures majeures, amplifiées par l'étroitesse du passage. Certains soldats ottomans tombèrent dans la rivière, entraînés par le poids des hommes derrière eux ou poussés par des mouvements brusques de la foule. D'autres furent comprimés contre les garde-corps, qui commencèrent à se fissurer sous la tension. L'avant de l'assaut ottoman, autrefois ordonné et discipliné, commença à se désagréger. Sur la berge, les défenseurs de la coalition sentirent le ralentissement de l'ennemi. Leurs salves devinrent plus précises. Leurs piquiers avancèrent par poussées coordonnées. Les mousquetaires, tirant désormais à une distance extrêmement courte, visaient la masse compacte où chaque balle portait son effet maximal. Puis le moment décisif arriva. Le point d'appui ottoman sur la rive de la coalition commença à s'effondrer. Ce qui avait été un espace disputé quelques minutes plus tôt rétrécit rapidement, tandis que les soldats de la coalition reprenaient pas à pas le terrain perdu au début de la bataille. Ceux qui avaient atteint la rive ne pouvaient ni être renforcés, ni se replier. La pression des corps sur le pont les laissait isolés, encerclés ou repoussés vers l'eau. À mesure que la pression cédait, le pont devint le symbole même du renversement de la bataille. Ceux qui traversaient encore hésitèrent. Ceux derrière eux tentèrent de se réorganiser. Et pour la première fois depuis le début de l'assaut, les défenseurs virent l'avance ottomane ralentir. Non pas par manque de courage, mais par manque d'espace. Montecuccoli comprit que c'était l'instant qu'il attendait. L'assaut ottoman perdait sa cohésion. Leur supériorité numérique devenait un handicap. Et le passage étroit, qui menaçait les lignes de la coalition, menaçait désormais l'armée ottomane elle-même.
Ce qui allait se produire déciderait si la coalition pourrait transformer sa défense en contre-attaque, ou si les Ottomans parviendraient à rétablir leur élan à temps. Le cours de la bataille avait commencé à changer. Saint-Gothard entrait dans son heure la plus décisive. Le tournant final arriva sous une force qu'aucune armée ne pouvait ignorer. Lorsque la contre-attaque de la coalition repoussa le dernier point d'appui ottoman de la rive proche, le pont, déjà surchargé, encombré et tremblant, devint la seule voie de retraite. Les planches étroites qui avaient porté des milliers d'hommes vers l'avant emportaient maintenant des milliers vers l'arrière, mais sans le même élan. L'artillerie de la coalition déplaça de nouveau son feu, visant cette fois les flancs de la ligne ottomane pour empêcher toute reprise de l'assaut. Leurs projectiles frappèrent les pentes et les chemins derrière le pont, soulevant des nuages de poussière et forçant les officiers ottomans à reculer davantage leurs unités pour éviter de nouvelles pertes. Le pont se remplit de soldats en retraite. Pour chaque homme qui parvenait à le traverser, un autre glissait, tombait ou était poussé dans la rivière tandis que la structure gémissait sous le poids. La formation disciplinée qui avait ouvert l'assaut avait disparu. Ce qui restait n'était qu'un retrait dur, douloureux, sous le feu ennemi. Puis survint le moment qui mit véritablement fin à la bataille. Une section du garde-corps céda sous la pression des hommes se ruant vers la rive opposée. La brèche s'élargit, plusieurs planches se déformèrent, et une partie du pont s'effondra directement dans la rabat, entraînant des dizaines de soldats avec elle. Le bruit, bois qui se brise, cris d'hommes, eau agitée, se répandit le long des deux rives comme un signal. La traversée était terminée. Le pont détruit, les commandants ottomans sur l'autre rive n'eurent d'autre choix que d'ordonner la retraite générale. Les tambours annoncèrent le repli. Les porte-étendards abaissèrent les bannières. Les réserves, qui attendaient encore de traverser, se déployèrent en ligne défensive pour protéger les unités revenant de la rivière. Du côté de la coalition, les combats ralentirent. Les salves devinrent plus espacées, les piques s'abaissèrent. Aucun soldat n'avança au-delà du bord de l'eau. Montecuccoli n'avait aucune intention de faire traverser sa propre armée épuisée face à une force ottomane encore plus nombreuse. Mais il n'en avait pas besoin. Le terrain lui appartenait. Lorsque le soleil baissa et que la fumée se dissipa, les soldats de la coalition se tenaient parmi les terres éventrées et les équipements brisés de la berge. Le pont, ce qu'il en restait, dérivait en segments disloqués, tournant lentement dans le courant. Des corps et des débris flottaient en aval. L'air était lourd de l'odeur de poudre. De l'autre côté, le camp ottoman était en mouvement. Mais non pour poursuivre. Les unités se réorganisaient. Les blessés étaient ramenés à l'arrière. Les officiers débattèrent de la suite, mais avec le pont détruit et le moral ébranlé, aucune seconde tentative ne serait faite. La campagne qui avait commencé avec tout l'élan d'un empire s'était arrêtée sur une rivière large de quelques centaines de pieds à peine. À la tombée de la nuit, le champ de bataille devint silencieux. Non pas paisible, simplement silencieux d'une façon que seules des armées épuisées peuvent comprendre. Des feux bas brûlaient le long de la rive de la coalition, tandis que les soldats soignaient les blessés et comptaient les pertes du jour. Montecuccoli regarda l'eau sombre, sachant que les Ottomans tenaient encore la rive opposée, mais ne tenaient plus l'initiative. Son armée n'avait pas détruit l'ennemi, mais elle l'avait arrêté, décisivement, clairement, et exactement au moment où la frontière en avait le plus besoin. Dans les jours qui suivirent, les négociations remplacèrent le bruit des pas en marche. Les deux empires, épuisés par la campagne, acceptèrent un accord qu'aucun n'aimait vraiment, mais que les deux comprenaient. Le traité de Vasvar gela les lignes et mit fin à l'expansion ottomane en Hongrie occidentale. Pour les soldats qui avaient combattu à Saint-Gothard, le traité semblait calme en comparaison du tonnerre de la bataille. Mais l'histoire retiendrait ce jour autrement. Saint-Gothard devint le moment où la frontière tint bon, le moment où une force écrasante fut repoussée par le terrain, la discipline et le timing. Le moment où un pont de bois décida du sort d'une campagne entière. Et longtemps après que la fumée se fut dissipée au-dessus de la rabat,
le souvenir de ce passage étroit continua de résonner. Un rappel que même les grands empires peuvent vaciller lorsque le sol sous leurs pas se resserre, que le courage et l'endurance peuvent remodeler l'équilibre des puissances, et que parfois l'avenir d'une région peut basculer en un seul jour et sur un seul pont, au-dessus d'une rivière tranquille de l'ouest de la Hongrie.